L'année était 323 avant Jésus-Christ. Dans l'opulente et fiévreuse cité de Babylone, un homme qui était aussi un dieu se mourait. Il n'était pas simplement un roi, il était l'architecte d'une ère, le conquérant du monde connu, une force de la nature qui avait plié les civilisations à sa volonté. Pourtant, dans la chaleur étouffante de la Mésopotamie, entre les murs dorés du palais de Nabuchodonosor II, Alexandre le Grand, l'indomptable, l'invincible, était vaincu par un ennemi qu'il ne pouvait voir, un adversaire qui défiait son génie militaire légendaire. Son corps, réceptacle d'une ambition divine, le trahissait de la manière la plus grotesque et la plus atroce. L'air, chargé des odeurs d'encens et de décomposition, était lourd d'une question qui résonnerait à travers les millénaires. Qu'est-ce qui, ou qui, tuait le maître du monde? Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Pour comprendre l'ampleur de l'horreur qui se déroulait dans ce palais babylonien, il faut d'abord saisir la dimension colossale du monde qu'Alexandre avait forgé. Ce n'était pas seulement un royaume, c'était un concept, une tapisserie de conquête à couper le souffle, tissée par la marche implacable de la phalange macédonienne. Des rives de l'Adriatique aux plaines poussiéreuses de l'Inde, des sommets éneigés de l'Hindou-Kouch, aux sables brûlés par le soleil d'Égypte, un empire était né de la vision singulière d'un seul homme. Il était le fils de Philippe II de Macédoine, un roi brillant, brutal et borgne qui avait unifié les cités, État grec insoumise, grâce à un mélange magistral de diplomatie et de force, créant la machine militaire que son fils allait déchaîner sur le monde. Mais Alexandre était plus que l'héritier de son père. Il était un élève d'Aristote, un esprit imprégné de la grandeur de la philosophie hellénique et des récits épiques d'Homère. Il se voyait comme un nouvel Achille, destiné à la gloire, voué à vivre une vie courte mais brillante qui serait à jamais gravée dans la légende. Lorsqu'il traversa l'Hellespont pour entrer en Asie mineure à l'âge de 22 ans, il ne se contentait pas d'initier une guerre de vengeance contre l'Empire perse pour ses transgressions passées contre la Grèce. Il s'embarquait dans une mission divine, une quête pour fusionner l'Ouest et l'Est en une seule culture universelle. L'Empire perse achéménide, la superpuissance de l'époque, avait semblé être un monstre insurmontable, un domaine tentaculaire qui avait perduré pendant plus de 2 siècles. Pourtant, au cours d'une campagne éclair qui reste l'un des exploits militaires les plus étonnants de l'histoire, Alexandre brisa sa puissance. À la bataille du Granique, il mena une charge de cavalerie défiant la mort à travers une rivière et le long d'une rive boueuse pour écraser les satrapes perses. À Issos, il affronta Darius III lui-même, le roi des rois, et le fit fuir en panique, capturant sa famille au passage. Le coup décisif fut porté à Gaugamel où, contre toute attente, le génie tactique d'Alexandre renversa le cours de la bataille, brisant irrévocablement la puissance perse et ouvrant le cœur de l'Empire à ses armées. Il entra dans Babylone non pas comme un conquérant étranger, mais comme un libérateur, un successeur des anciens rois. Il fut couronné pharaon en Égypte, où il fonda la première et la plus célèbre de ses nombreuses cités, Alexandrie. Il poussa toujours plus à l'est, mu par une curiosité insatiable et une soif inextinguible de gloire, un concept que les Grecs appelaient potos. Il mena ses hommes à travers les cols dangereux de l'Afghanistan, fonda des villes dans l'actuel Tadjikistan et épousa Roxane, la fille d'un noble sogdien, dans une union stratégique destinée à lier ses nouveaux sujets à son règne. Il traversa le fleuve Indus, vainquit le roi indien Porus et ses éléphants de guerre à la bataille de l'Hydaspe, et ne rebroussa chemin que lorsque ses propres troupes, épuisées et nostalgiques, refusèrent finalement d'aller plus loin, de marcher jusqu'au bout du monde. Son voyage de retour fut une odyssée de souffrance, une marche brutale à travers le désert de Gédrosie qui coûta la vie à des milliers d'hommes, un témoignage à la fois de son imprudence et de sa volonté de partager les épreuves de ses soldats. Au moment où il retourna au cœur de son empire, à Babylone, il n'était plus seulement un roi. Il était Alexandre III de Macédoine, hégémon de la Ligue hellénique, Shahanshah de Perse, pharaon d'Égypte, seigneur de l'Asie. C'était une légende vivante, une figure d'un pouvoir et d'une influence si stupéfiant que beaucoup, y compris peu, être lui-même, croyaient qu'il avait transcendé les limites des mortels et atteint la divinité. Son ambition se tournait maintenant vers l'administration de ce vaste domaine multiculturel. Il planifiait de nouvelles expéditions, une circumnavigation de l'Afrique, la conquête de l'Arabie. Il envisageait un monde où les colons grecs et les nobles perses se marieraient, où les cultures se mélangeraient, où le commerce circulerait librement le long de nouvelles routes.
Il siégeait au centre de ce monde, un roi soleil dont la lumière illuminait tout. Mais dans cet été babylonien suffocant, une ombre commença à tomber, une obscurité intérieure et rampante qu'aucune armée ne pouvait vaincre et qu'aucune ambition ne pouvait distancer. Le monde retenait son souffle, car le destin du monde lui-même reposait sur les derniers souffles de son maître. Le commencement de la fin fut, comme tant de moments dans la vie d'Alexandre, empreint de festivité et d'excès. L'année 323 avant Jésus-Christ avait été une année d'activité frénétique et de grands projets. Alexandre était aux prises avec l'immense défi de gouverner ses territoires conquis. Une tâche peut être plus redoutable que les conquêtes elles-mêmes. Il avait affaire à des satrapes indisciplinés, intégrait 30 000 jeunes nobles perses, les épigones, dans son armée macédonienne et planifiait sa prochaine grande campagne militaire en Arabie. Sa cour à Babylone était un centre cosmopolite et vertigineux, un creuset de soldats grecs, de courtisans perses, d'astronomes babyloniens et d'envoyés des coins les plus reculés de son empire. La ville elle-même était un témoignage de sa vision d'une culture fusionnée, un lieu où la rudesse macédonienne rencontrait l'opulence orientale. Mais c'était aussi un lieu de tension latente. Ces vétérans macédoniens, les hommes qui avaient saigné pour lui de Thèbes à l'Indus, devenaient de plus en plus mécontents de sa politique de fusion, de son adoption de la tenue et des coutumes de la cour perse, de son élévation de nobles perses à des postes d'autorité. Ils y voyaient une trahison de leur héritage commun, une dilution de la culture même pour laquelle ils s'étaient battus. Ce mécontentement avait déjà failli dégénérer en mutinerie à Opis, où le discours ému et larmoyant d'Alexandre avait à peine réussi à calmer le soulèvement, réaffirmant le lien profond et complexe qu'il partageait avec ses hommes. Pourtant, le courant de méfiance persistait. C'est dans cette atmosphère chargée qu'Alexandre assista à une série de somptueux festins. Le premier était un banquet organisé par son ami et amiral, Néarque, pour célébrer le succès d'un voyage. Alexandre, toujours compétiteur, but abondamment, comme le voulait la coutume macédonienne. Ensuite, il fut invité à une réunion privée plus intime par son proche compagnon, Médius de Larissa. C'est là, selon les récits anciens, que le premier coup fut porté. Après avoir vidé une grande coupe de vin pur en l'honneur d'Héraclès, un exploit de consommation légendaire, Alexandre aurait soudainement poussé un cri, un hurlement de douleur aiguë et perçant, comme s'il avait été frappé par une lance. Il fut immédiatement terrassé par une faiblesse débilitante et dut être raccompagné dans ses appartements. Le conquérant vibrant et infatigable qui avait surmonté de graves blessures de guerre, qui avait mené ses hommes en première ligne dans chaque engagement, fut soudainement abattu. Le diagnostic initial, si l'on peut l'appeler ainsi, était probablement un simple cas d'excès, une grave gueule de bois dont le roi se remettrait sûrement. Mais il ne s'en remit pas. Le lendemain, une fièvre s'installa, premier signe qu'il ne s'agissait pas d'un mal ordinaire. C'était une chaleur persistante et malveillante qui s'accrochait à lui, sapant sa force légendaire. Il essaya de la combattre, de continuer à exercer ses fonctions. Il fut déplacé dans un endroit plus frais, près de la grande piscine du palais, où il continua à rencontrer ses généraux, donnant des ordres pour la campagne d'Arabie à venir, son esprit toujours fixé sur l'avenir, sur le prochain horizon à conquérir. Mais la fièvre était implacable. Jour après jour, elle s'intensifiait, un feu lent qui le consumait de l'intérieur. La douleur dans son abdomen, qui avait commencé avec ce premier cri aigu, devint une présence constante et rongeante. Il s'affaiblissait, son corps luisant d'une sueur perpétuelle qui trempait ses draps. L'homme qui avait marché des milliers de kilomètres à pied, qui avait enduré les extrêmes du climat et du terrain, se retrouva bientôt incapable de marcher. Il devait être transporté sur une litière pour accomplir les sacrifices religieux quotidiens, sa dévotion aux dieux inébranlables alors même que son corps le lâchait. Sa voix, qui avait jadis retenti sur les champs de bataille, inspirant à ses hommes des exploits de bravoure impossibles, fut réduite à un murmure rauque. Les médecins de Babylone, héritiers d'une tradition médicale ancienne et respectée, étaient impuissants. Ils essayèrent tous les remèdes à leur disposition, chaque cataplasme, chaque potion, mais rien ne pouvait briser l'emprise de la fièvre. La maladie était un fantôme, un assaillant invisible contre lequel leurs arts étaient inutiles. Au fil des jours, une terrible prise de conscience commença à poindre à la cour. Alexandre n'allait pas mieux. Il allait de plus en plus mal. Le conquérant du monde était piégé, son corps une prison de douleur et de feu. Le déclin fut un spectacle terrifiant, l'effondrement lent et public d'un homme qui avait été érigé en mythe. Pendant 11 jours, l'Empire retint son souffle alors que son Dieu vivant était systématiquement démantelé par une force invisible.
La fièvre, qui avait commencé comme une nuisance persistante, s'intensifia pour devenir un véritable brasier. Le corps d'Alexandre, autrefois un parangon de perfection athlétique, devint un paysage de souffrance. Il était secoué par des frissons qui faisaient trembler tout son corps, suivis de vagues de chaleur intense qui le laissaient délirant et trempé de sueur. La douleur abdominale, une agonie profonde et interne, ne cessa jamais. C'était un tourment qui l'empêchait de trouver une position confortable, le forçant à rester rigide et immobile pendant des heures. À mesure que sa force physique diminuait, sa volonté légendaire commençait à s'effriter. L'homme qui avait défié des armées et affronté la mort sans broncher était maintenant engagé dans une bataille interne désespérée contre son propre corps en désintégration. Les rituels quotidiens, qu'il avait d'abord insisté pour accomplir, devinrent une épreuve impossible. Bientôt, il ne put même plus être transporté à l'autel sacrificiel. Il fut confiné à son lit, spectateur de sa propre fin. Son esprit, cet instrument stratégique brillant qui avait redessiné la carte du monde, commença à s'embrumer. Les périodes de lucidité, où il discutait de l'avenir de l'Empire avec ses généraux, devinrent plus courtes et moins fréquentes, entrecoupées de crises de délire. Il murmurait les noms de ses compagnons, chuchotait des vers d'Homère, ses pensées dérivant vers les champs de bataille de sa jeunesse. Le palais, autrefois un centre d'énergie vibrante et d'ambition impériale, se transforma en une chambre de malades silencieuse et anxieuse. Les couloirs, habituellement animés de soldats et de fonctionnaires, devinrent calmes, l'air épais de peur et d'incertitude. Les généraux, ces hommes puissants et ambitieux qui avaient taillé des royaumes à ses côtés Ptolémée, Perdiccas, Séleucos se rassemblaient en consultation tendue et chuchotée. C'étaient des lions tournant autour d'un lion mourant, leur chagrin pour leur chef mêlé à la peur froide et calculatrice pour leur propre avenir. La question de la succession, qui avait été une préoccupation abstraite et lointaine, était maintenant une réalité terriblement immédiate. Alexandre n'avait pas d'héritier clair et légitime. Sa femme Roxane était enceinte, mais le sexe de l'enfant était inconnu, et sa prétention à régner sur un empire martial de seigneurs de guerre macédoniens était au mieux fragile. Il avait un fils aîné illégitime, Héraclès de Macédoine, et un demi-frère, Philippe Aridé, qui était considéré comme mentalement inapte à régner. Le vide de pouvoir qu'il laisserait derrière lui ne serait pas du tout un vide, ce serait un vortex, un chaos tourbillonnant d'ambition et de violence qui menaçait de mettre en pièces l'œuvre de sa vie. Les soldats ordinaires, les hommes de la phalange, devinrent de plus en plus agités. Ils avaient suivi cet homme jusqu'au bout du monde, l'avaient vénéré comme quelque chose de plus qu'un mortel. L'idée de sa mort était inconcevable, une violation de l'ordre naturel. Ils commencèrent à soupçonner un acte criminel. Les rumeurs, comme une peste, se répandirent dans les rangs. On chuchotait l'existence d'un poison, d'une conspiration ourdie par la noblesse macédonienne rancunière, ou peut être même par ses généraux les plus fidèles, des hommes désireux de réclamer un morceau de l'Empire pour eux-mêmes. Ils exigèrent de voir leur roi, de s'assurer qu'il était toujours en vie. Craignant une émeute, les généraux cédèrent. Dans ce qui doit être l'une des processions les plus poignantes et tragiques de l'histoire, l'armée fut autorisée à défiler devant son chef mourant. Un par un, les vétérans endurcis, des hommes au visage balafré et aux mains cailleuses, traversèrent lentement la chambre royale. Ils trouvèrent leur roi non plus en guerrier redoutable, mais en une figure décharnée, émaciée et impuissante, les yeux vitreux de fièvre. Il était incapable de parler, mais à leur passage, il fit un ultime et déchirant effort. Il leva légèrement la tête et, avec une lueur de reconnaissance dans les yeux, il reconnut chaque homme. Ce fut un adieu silencieux et final entre un roi et son armée, un moment de pathos profond et terrible. La vue de leur chef brisé anéantit le moral des soldats, remplaçant leur colère par un chagrin profond et collectif. Ils avaient vu la vérité. Le dieu se mourait. Le monde qu'ils connaissaient était sur le point de s'effondrer. Les dernières heures furent une descente aux enfers de l'effondrement physique et mental. La fièvre atteignit son paroxysme, et le corps d'Alexandre, ayant épuisé ses dernières réserves de force, commença à lâcher. Le délire devint presque constant, un rêve fiévreux auquel il ne pouvait échapper. Sa respiration devint superficielle et laborieuse, chaque inspiration une lutte, un râle qui résonnait dans la pièce silencieuse et accablée de chagrin. Sa peau, autrefois bronzée par les soleils d'une douzaine de nations, prit une pâleur cireuse, et ses membres devinrent froids au toucher. Les médecins, ayant épuisé leurs arts, ne purent que regarder, témoins impuissants de l'acte final et atroce. C'est au cours d'un bref moment de lucidité,
alors que la tempête dans son esprit se calmait momentanément, que l'échange le plus célèbre et le plus fatidique aurait eu lieu. Ses généraux, ses compagnons, les hommes qui allaient devenir ses successeurs et ses rivaux, se rassemblèrent autour de son lit de mort. Perdiccas, son commandant de cavalerie supérieure et ami de confiance, se pencha et posa la question dont dépendait désormais le sort du monde. « À qui laisses-tu ton royaume » La réponse d'Alexandre, murmurée à travers des lèvres gercées et sèches, fut aussi ambiguë que prophétique. Il aurait prononcé 2 mots, « Toi, Kratis-toi », au plus fort. C'était une condamnation à mort pour son empire. Ce n'était pas une désignation, mais un défi, une dernière et terrible compétition lancée à ses maréchaux ambitieux. C'était une invitation au chaos, une prophétie des guerres sanglantes de succession qui feraient rage pendant des décennies, déchirant son vaste domaine. Certains récits ultérieurs, probablement ceux favorables à la dynastie de Ptolémée en Égypte, prétendirent qu'il avait murmuré un nom différent, qu'il avait passé son anneau sigillaire à Perdiccas, impliquant un régent désigné. Mais l'histoire qui a perduré, celle qui a capturé la réalité brutale de ce qui allait suivre, fut la déclaration que le prix irait au plus fort. C'était un sentiment typiquement macédonien, le reflet du monde impitoyable et compétitif d'où lui et ses généraux étaient issus. Le pouvoir ne devait pas être hérité, il devait être pris. Alors que la fin approchait, son corps fut secoué de convulsions. Sa gorge, resserrée par la paralysie progressive, ne pouvait plus déglutir. Une soif profonde et terrifiante, un symptôme courant de la fièvre, le tourmenta dans ses derniers moments, une cruelle ironie pour un homme qui s'était si souvent adonné à des beuveries épiques. Il se noyait sur la terre ferme, son corps une fournaise, sa gorge un désert. L'homme qui avait conquis le monde ne pouvait obtenir une seule goutte d'eau. Le dernier souffle ne fut pas une libération paisible. Ce fut une reddition, le dernier roquet saccadé d'un corps qui avait été torturé au-delà de toute endurance. Le soir du 10 ou 11 juin de l'année 323 avant Jésus-Christ, à l'âge de seulement 32 ans, Alexandre le Grand mourut. Le silence qui s'abattit sur la pièce fut absolu, un vide profond et assourdissant là où une vie monumentale venait de s'éteindre. Le roi était mort, le dieu était tombé. Le monde qu'il avait créé était instantanément orphelin, laissé à la merci des loups. Les suites immédiates ne furent pas celles d'une transition ordonnée, mais d'une peur paralysante et stupéfaite. Pendant un certain temps, personne ne sut quoi faire. Les généraux fixaient le corps refroidi de leur chef, la réalité de la situation étant trop immense pour être pleinement comprise. L'architecte de leur fortune, le centre de leur univers, avait disparu. Ils étaient à la dérive dans un monde de leur propre création, un monde qui était maintenant terrifiant, sans chef. La grande expérience d'un empire hellénistique unifié était morte avec lui. La mort d'un roi est une chose, la mort d'un dieu en est une autre. Les événements qui suivirent immédiatement à Babylone furent une leçon magistrale de manœuvre politique et de naissance de la propagande. Alors que le corps d'Alexandre était exposé, le palais devint un foyer de conspiration et d'ambition brute. Le premier problème, et le plus pressant, était le cadavre lui-même. Dans la chaleur torride de Babylone, la décomposition était une préoccupation immédiate et grotesque. Pourtant, selon les récits de Plutarque et d'autres, quelque chose d'extraordinaire, ou peu, être d'habilement fabriqué, se produisit. Le corps d'Alexandre, affirmait-il, ne se décomposa pas. Pendant plusieurs jours, il resta dans la pièce étouffante, sans montrer aucun signe de putréfaction. Il demeura pur, comme vivant, comme s'il dormait simplement, dégageant une odeur douce et agréable. Ce fut le premier élément de propagande posthume, un puissant signe de sa divinité. Pour ses partisans, c'était la preuve qu'il n'était pas un simple mortel. Pour ses généraux, c'était un outil politique précieux, un moyen de gérer la transition et de sanctifier leurs propres prétentions à son héritage. Pendant que le corps reposait dans son état de conservation miraculeux, les généraux commencèrent la sinistre tâche de se partager le monde. Le plus fort commença à tester sa force. Perdiccas, détenant l'anneau sigillaire du roi, prit initialement le contrôle en tant que régent pour l'enfant, à naître d'Alexandre et son demi-frère mentalement faible, Philippe Aridée. Un accord, le partage de Babylone, fut conclu à la hâte. Ptolémée, perspicace et calculateur, choisit la terre ancienne et riche d'Égypte. Séleuco, un autre des principaux commandants, revendiquerait finalement les vastes territoires de l'Est, fondant un empire qui s'étendrait de la Syrie à l'Inde. Antigone Monophthalmos, ou Antigone le Borgne, un commandant vétéran de la génération de Philippe II, prit le contrôle d'une grande partie de l'Asie mineure.
La paix fragile était vouée à l'échec dès le départ. C'était un pacte conclu par des prédateurs, une trêve temporaire avant l'inévitable bain de sang. Le sort de la dépouille physique d'Alexandre devint un pion crucial dans leur jeu de pouvoir. Posséder le corps du conquérant déifié, c'était posséder un puissant symbole de légitimité. Perdiccas avait l'intention de faire transporter le corps jusqu'au lieu de sépulture traditionnel des rois macédoniens à Aïgaï. Mais Ptolémée avait d'autres plans. Dans un acte audacieux de vol politique, il détourna le cortège funèbre. Alors que le magnifique char funéraire, construit sur mesure, se dirigeait vers l'ouest, les forces de Ptolémée l'interceptèrent et le dévièrent vers le sud, en Égypte. Il comprenait que le tombeau d'Alexandre serait le sanctuaire religieux et politique ultime, un lieu de pèlerinage qui consacrerait son propre règne. Le corps fut d'abord emmené à Memphis, l'ancienne capitale des pharaons, puis déplacé dans un grand mausolée à Alexandrie, la ville qui portait le nom du conquérant. Là, pendant des siècles, le tombeau d'Alexandre le Grand serait l'un des sites les plus célèbres du monde antique, visité par des empereurs romains comme Jules César et Auguste, venus rendre hommage à leurs grands prédécesseurs. Le corps lui-même fut finalement placé dans un sarcophage en or, un réceptacle digne de l'homme qui avait pillé les trésors de la Perse. Pendant ce temps, le coût humain de sa mort commença à s'alourdir. Sa famille, les reliques vivantes de sa lignée, fut systématiquement et impitoyablement éliminée dans les luttes de pouvoir qui s'ensuivirent. Sa mère, la redoutable et terrifiante Olympias, fut lapidée sur les ordres de Cassandre, un autre des Diadoques. Sa femme, Roxane, et son jeune fils, Alexandre IV, né peu après la mort de son père, furent emprisonnés et finalement assassinés, afin qu'ils ne puissent jamais devenir un point de ralliement pour les loyalistes. Son fils illégitime, Héraclès, connut un sort similaire. Son demi-frère, Philippe Aridé, fut exécuté. Moins de 15 ans après sa mort, chaque membre de sa famille royale immédiate était mort. La dynastie des Argéades, qui avait régné sur la Macédoine pendant des siècles, s'éteignit, sa lignée sacrifiée sur l'autel de l'ambition de ses généraux. L'empire qu'il avait créé au prix de son sang devint leur champ de bataille. Les guerres des Diadoques, les successeurs, firent rage pendant 40 ans, un conflit incessant et brutal qui opposa amis contre amis, armée contre armée. L'unité qu'il avait envisagée fut brisée en une mosaïque de royaumes hellénistiques en guerre, le royaume ptolémaïque en Égypte, l'empire séleucide à l'est, la dynastie des Antigonides en Macédoine. Ces royaumes préserveraient et diffuseraient la culture grecque, réalisant une partie de sa vision, mais ils le feraient dans un état de conflit quasi permanent, bien loin du monde harmonieux et unifié dont il avait rêvé. La question qui hante les historiens depuis 2 millénaires demeure: qu'est-ce qui a tué Alexandre le Grand? La cause officielle, telle que consignée par les chroniqueurs de la cour, était une fièvre. Mais cette explication simple n'a jamais semblé suffisante pour rendre compte de la nature dramatique et atroce de sa mort. Le mystère a donné naissance à d'innombrables théories, allant du plausible au fantastique. La théorie la plus sensationnelle et la plus persistante est, bien sûr, celle de l'empoisonnement. L'idée qu'Alexandre a été assassiné a pris racine presque immédiatement parmi ses soldats et a été débattue depuis lors. Le principal suspect dans cette vieille affaire non résolue est souvent identifié comme étant Antipater, le général vétéran qu'Alexandre avait laissé pour gouverner la Macédoine en son absence. La relation entre les deux s'était détériorée. Alexandre, peut être paranoïaque ou simplement en train de consolider son pouvoir, avait convoqué Antipater à Babylone, une convocation qu'Antipater a pu interpréter comme une condamnation à mort. La théorie postule qu'Antipater, craignant pour sa vie, a conspiré avec son fils, Cassandre, pour empoisonner le roi. Le poison, dit-on, était une substance d'une puissance incroyable, peut être dérivé du fleuve Styx, une voie d'eau mythique en Grèce dont les eaux étaient réputées mortellement toxiques. Le poison aurait été livré à Babylone par Cassandre et administré au roi par son échanson royal, Iolas, qui était un autre des fils d'Antipater. Selon ce récit, le vin donné à Alexandre par Médius était le mécanisme de livraison de la dose fatale. Cette théorie, bien que dramatiquement convaincante, est semée d'embûches. La logistique du transport d'un poison notoirement instable sur des milliers de kilomètres, la difficulté de l'administrer à un roi entouré de serviteurs loyaux, et la durée de 11 jours de la maladie plaident toutes contre un simple poison à action rapide. Un poison à action lente est possible, mais identifier une substance spécifique qui corresponde aux symptômes décrits est presque impossible avec les preuves disponibles. Les symptômes eux-mêmes fièvre,
douleur abdominale, faiblesse musculaire progressive et esprit clair jusqu'à la toute fin ont conduit les experts médicaux modernes à proposer une foule de diagnostics alternatifs. L'un des plus convaincants est la fièvre typhoïde, une infection bactérienne causée par Salmonella typhi qui se propage par de la nourriture ou de l'eau contaminée. Les symptômes de la typhoïde, notamment une forte fièvre prolongée, des douleurs abdominales et une débilitation lente et progressive, correspondent bien aux descriptions anciennes. Babylone, une ville ancienne et surpeuplée à l'hygiène douteuse, aurait été un terrain fertile pour une telle maladie. Un autre candidat sérieux est le paludisme. Alexandre avait passé beaucoup de temps dans des régions marécageuses et infestées de moustiques, et le paludisme à falciparum commun dans la région peut être mortel. Les fièvres et les frissons cycliques sont caractéristiques de la maladie, bien que la douleur abdominale aiguë soit moins typique. Le virus du Nil occidental, une autre maladie transmise par les moustiques, a également été suggéré. Ces symptômes peuvent inclure de la fièvre, une paralysie et une encéphalite, ce qui pourrait expliquer le délire final. Une théorie plus obscure mais fascinante pointe vers la pancréatite, une inflammation du pancréas, qui peut être déclenchée par une consommation excessive d'alcool. Une crise aiguë de pancréatite sévère expliquerait certainement la douleur abdominale soudaine et atroce qu'Alexandre a ressentie après sa nuit de forte consommation d'alcool. Elle peut également entraîner de la fièvre, un collapsus systémique et la mort, ce qui correspond remarquablement bien au récit. Il y a ensuite la possibilité intrigante du syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune où le système immunitaire du corps attaque par erreur les nerfs. Cela aurait pu être déclenché par une infection, comme celle de Campylobacter pylori. Ce diagnostic est particulièrement intéressant car il peut provoquer une paralysie progressive et ascendante tout en laissant l'esprit du patient clair. Cela expliquerait pourquoi Alexandre est devenu incapable de bouger ou de parler, mais pouvait encore reconnaître ses soldats. Cela expliquerait également le détail le plus curieux de tous, la prétendue non-décomposition de son corps. Un patient atteint du syndrome de Guillain-Barré peut subir une paralysie si profonde et un ralentissement de sa respiration qu'il peut être déclaré mort par erreur alors qu'il est en fait toujours en vie. Si Alexandre n'était pas vraiment mort mais dans un état paralytique profond, cela expliquerait l'absence de putréfaction immédiate. Il aurait pu, dans une ultime et inimaginable horreur, être mis au tombeau alors qu'il était encore conscient. En fin de compte, la cause précise de la mort d'Alexandre est un mystère qui ne sera probablement jamais résolu. Les preuves historiques sont trop minces, filtrées par les récits partiaux d'écrivains ultérieurs, chacun avec son propre agenda. Les diagnostics médicaux sont spéculatifs, des exercices fascinants de pathologie rétrospective mais impossibles à prouver. Pourtant, la véritable signification de sa mort ne réside pas dans le quoi, mais dans le « et si ». Sa disparition à l'âge de 32 ans est l'un des plus grands tournants de l'histoire. Il est mort au moment même où il passait de conquérant à dirigeant, de général brillant à homme d'État visionnaire. Ses plans étaient d'une ambition à couper le souffle. Il se préparait à la conquête de la péninsule arabique, ce qui aurait sécurisé des routes commerciales vitales. Il planifiait la circumnavigation et la conquête de l'Afrique. Des rumeurs circulaient sur une campagne vers l'ouest, vers Carthage et la puissance montante de Rome. S'il avait vécu 20 ou 30 ans de plus, le monde que nous connaissons aujourd'hui pourrait être méconnaissable. Un empire hellénistique stable et unifié s'étendant de l'Italie à l'Inde aurait pu empêcher l'ascension de Rome, ou du moins modifier radicalement sa trajectoire. La synthèse culturelle des traditions grecques, perses, égyptiennes et indiennes, qu'il avait si énergiquement défendue, aurait eu des générations pour mûrir, créant potentiellement une civilisation mondiale des siècles en avance sur son temps. La diffusion des connaissances scientifiques depuis les bibliothèques d'Alexandrie et les écoles astronomiques de Babylone aurait pu accélérer le progrès humain de manière que nous ne pouvons qu'imaginer. Mais cela ne devait pas arriver. Sa mort n'était pas seulement la fin d'un homme, c'était l'éclatement d'un rêve. Le monde qu'il laissait derrière lui n'était pas un monde d'unité mais de division. Son héritage ne fut pas la paix, mais des décennies de guerre sauvage menées par les hommes mêmes qui l'avaient conduit à la gloire. L'histoire de la mort d'Alexandre est donc une tragédie profonde et intemporelle. C'est une histoire sur la fragilité du génie, le caractère capricieux du destin et le vide terrifiant que peut laisser l'absence d'un seul individu irremplaçable. Elle démontre comment même la personne la plus puissante sur Terre, un homme qui commandait de vastes armées et était vénéré comme un dieu, pouvait être abattu par quelque chose d'aussi petit et banal qu'une bactérie, un moustique ou une seule coupe de vin empoisonnée. C'est un rappel brutal des limites du pouvoir humain
face à la nature et à notre propre mortalité. Son corps, qui avait été le réceptacle d'une ambition si démesurée, n'est devenu à la fin qu'un morceau de chair, soumis aux mêmes lois de décomposition et de dissolution que n'importe quel autre. L'horreur de sa mort ne réside pas seulement dans l'agonie physique qu'il a endurée, la fièvre, la douleur, la paralysie. Elle réside dans le gaspillage colossal et bouleversant de tout cela. La bibliothèque de ses projets a brûlé avec sa dernière fièvre. L'empire qu'il a bâti fut le bûcher funéraire de sa dynastie. Il a conquis le monde, pour le voir s'effondrer en poussière au moment même où il l'a quitté. Le récit des derniers jours d'Alexandre sert de métaphore grotesque mais puissante de la nature même du pouvoir. Sa souffrance était un miroir de l'état de son empire. Son corps, autrefois symbole d'unité et de force, devint un champ de bataille pour des forces belligérantes, tout comme son empire allait devenir un champ de bataille pour ses généraux en guerre. Le feu interne de la fièvre le consuma de l'intérieur, un parallèle aux ressentiments et ambitions internes qui étaient sur le point de consumer l'œuvre de sa vie. La paralysie qui s'empara de ses membres reflétait la paralysie politique qui saisit sa cour, l'incapacité à nommer un successeur, l'échec à assurer l'avenir. Sa mort fut l'acte ultime de déconstruction. Elle a dépouillé les couches de mythes, de divinités et de légendes pour révéler l'homme vulnérable et mortel en dessous. C'était une leçon viscérale sur la démocratie ultime de la mort, le grand niveleur qui vient pour les rois comme pour les roturiers. L'homme qui avait cherché à atteindre les confins de la terre et à toucher le visage des dieux trouva sa propre fin dans une chambre étouffante, son monde se réduisant aux confins d'un lit trempé de sueur. Le symbolisme est inéluctable. Lui qui avait infligé tant de morts et de destruction au monde, qui avait présidé au massacre de dizaines de milliers de personnes dans des villes comme Tyr et Gaza, fut lui-même soumis à une fin lente, tortueuse et ignominieuse. Il y a une sombre justice poétique dans ce récit, le sentiment que la violence qu'il avait déchaînée sur le monde s'était finalement retournée contre lui, dévorant son créateur. Son héritage est donc profondément dualiste. Il fut à la fois un unificateur et un destructeur, un visionnaire et un tyran, un propagateur de culture et un agent d'immense souffrance. C'était un homme qui rêvait d'un monde sans frontières, mais sa mort a assuré que de nouvelles frontières, plus violentes, seraient tracées dans le sang. On se souvient de lui comme « le Grand », un titre conféré par les Romains qui admiraient son génie militaire. Mais pour les innombrables milliers de personnes qui sont mortes en résistant à son avancée, pour les familles anéanties dans les guerres qui ont suivi sa mort, sa grandeur était une force terrifiante et destructrice. L'horreur de sa mort est aggravée par l'horreur de ce qui a suivi. Les guerres des Diadoques furent un maelstrom de violence qui déstabilisa la région pendant des générations. Le rêve d'un ordre mondial cosmopolite céda la place à la réalité brutale de la politique de puissance hellénistique, où les royaumes naissaient et tombaient au gré de la force de leurs phalanges de pique et de la ruse de leurs rois. L'espoir d'une nouvelle ère de paix et de coopération se perdit dans une tempête d'ambition. L'histoire d'Alexandre est une fable édifiante, un avertissement contre les dangers du pouvoir concentré et la folie de croire qu'un seul individu peut contenir les forces chaotiques de l'histoire. Il a bâti un empire qui dépendait entièrement de son propre génie personnel, de son propre charisme, de sa propre force motrice. Il était la cheville ouvrière qui maintenait toute la structure, et lorsque cette cheville a été retirée, la structure s'est inévitablement effondrée en ruines. En fin de compte, la mort d'Alexandre nous oblige à affronter les questions les plus fondamentales de l'existence humaine. Quel est le sens d'une vie, même vécue à une échelle aussi colossale, si ses créations sont si éphémères? Quelle est la nature de la grandeur? Et est-ce une force pour le bien ou pour la destruction? Son histoire résonne à travers les âges parce que c'est notre histoire écrite en grand. C'est l'histoire de l'ambition et de ses limites, de la lutte éternelle entre nos grands desseins et la réalité désordonnée et imprévisible du monde. Il est l'archétype ultime du héros tragique, l'homme qui a volé trop près du soleil et a été consumé par son feu. L'image de lui dans ses derniers jours, impuissant et délirant, est un memento mori obsédant pour toute l'humanité. Elle nous rappelle que sous les couronnes, les titres et les monuments, nous sommes tous des êtres fragiles, soumis aux mêmes impératifs biologiques. L'homme qui cherchait l'immortalité par des actes glorieux l'a finalement trouvé dans le mystère et la tragédie de sa mort. Le débat sans fin sur la manière dont il est mort garantit qu'il ne sera jamais oublié. Le récit de sa fin atroce est devenu une partie intégrante de sa légende, tout autant que les victoires d'Issos et de Gaugamel. C'est le dernier chapitre sombre qui donne à sa vie sa puissance profonde et troublante. Il le transforme d'une simple figure historique en un symbole intemporel du potentiel humain
et de la vulnérabilité humaine, un fantôme qui hante les couloirs de l'histoire, murmurant à jamais son dernier et funeste défi à tous ceux qui suivraient: le monde appartient au plus fort. L'horreur de sa mort ne réside pas seulement dans le fait qu'il soit mort, mais qu'en mourant, il ait révélé la terrible et fragile vérité de toute entreprise humaine. L'héritage de la fin atroce d'Alexandre n'est pas gravé dans la pierre, mais dans le tissu même du monde qui a suivi. L'ère hellénistique, née des décombres de son empire, fut une conséquence directe de son incapacité à assurer une succession pacifique. Les royaumes des Ptolémées, des Séleucides et des Antigonides devinrent des centres de la culture, de la science et de l'art grec, propageant l'hellénisme au loin. La ville d'Alexandrie en Égypte devint la capitale intellectuelle du monde antique, abritant la grande bibliothèque et le musée, où des savants comme Euclide et Ératosthène firent des découvertes révolutionnaires. Cet épanouissement culturel faisait partie du rêve d'Alexandre, mais il se fit au détriment de sa vision unifiée. Ce fut un héritage fragmenté, une collection d'éclats brillants d'un miroir brisé. Le paysage politique qu'il laissa derrière lui ouvrit également la voie à l'ascension de Rome. Les luttes intestines sans fin entre les royaumes hellénistiques les affaiblirent, les rendant mûrs pour la conquête par les légions disciplinées et organisées de l'Ouest. Un par un, les États successeurs tombèrent sous l'influence romaine et furent finalement absorbés par l'Empire romain. Rome, à bien des égards, devint le véritable successeur d'Alexandre, atteignant la stabilité politique et la longévité qui lui avaient échappé. Les Romains étaient à la fois fascinés et hantés par sa mémoire. Ils étudiaient ses tactiques, imitaient son ambition et faisaient des pèlerinages à son tombeau. Il était l'étalon à l'aune duquel ils mesuraient leurs propres empereurs, le fantôme de la grandeur qu'ils poursuivaient perpétuellement. Le mystère entourant sa mort eut également un impact profond sur la pratique même de l'histoire. Les récits contradictoires, les rumeurs d'empoisonnement, les narrations concurrentes promues par les royaumes successeurs, tout cela obligea les historiens ultérieurs à devenir des évaluateurs critiques des preuves. L'histoire de sa mort est une étude de cas sur la façon dont l'histoire est écrite par les vainqueurs, comment la propagande peut façonner la vérité, et comment le caractère d'une grande figure peut être contesté pendant des siècles. La recherche de la cause de sa mort est, d'une certaine manière, une recherche d'un récit cohérent, une tentative d'imposer un ordre à un événement chaotique et ambigu. Elle reflète un besoin humain profond de réponse, de conclusion, d'une ligne claire entre cause et effet. Mais l'histoire offre rarement de tels réconforts simples. La vérité sur la fin d'Alexandre est probablement une combinaison désordonnée de facteurs, une vie d'efforts physiques extrêmes, de nombreuses blessures de guerre, un penchant pour la boisson, et une rencontre malheureuse avec une maladie infectieuse dans une ville à l'hygiène précaire. La réalité banale peut être plus terrifiante que n'importe quelle conspiration. Elle suggère que l'histoire n'est pas toujours guidée par de grands complots et des actions héroïques, mais souvent par le hasard, par l'accident, par les organismes microscopiques qui sont les véritables et silencieux maîtres du monde. L'horreur, alors, n'est pas seulement personnelle mais existentielle. C'est l'horreur de réaliser que le cours de la civilisation peut être modifié par un microbe, que les plus grandes ambitions humaines peuvent être anéanties par un moment de malchance biologique. Alexandre le Grand, l'homme qui voulait être un dieu, s'est finalement vu rappeler, de la manière la plus brutale qui soit, qu'il n'était qu'un homme. Et dans cette terrible et dernière leçon, réside son héritage le plus durable et le plus troublant.